Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes. Aujourd'hui, je vous parle d'un terme que vous connaissez tous mais qui a pourtant une très longue histoire, l'orchestre. À notre époque, l'orchestre symphonique est une institution à la fois culturelle et sociale, avec un effectif plus ou moins standard, donc un nombre fixé d'instrumentistes qui est centré autour des cordes et puis de quelques pupitres de vent et de cuivre. Il y a tout un répertoire spécifique qui lui est destiné mais qui s'inscrit dans une période assez restreinte de l'histoire de la musique, à savoir grosso modo les 18e et 19e siècles. L'origine du terme orchestre remonte à l'Antiquité grecque, et en particulier dans le théâtre ancien, donc avec Échille, Sophocle, Euripide. Dans la tragédie et la comédie de l'époque, on va mêler à la fois le théâtre, la musique et la danse. Aux côtés des acteurs, on va donc trouver un chœur qui est constitué de 12 à 24 personnes en général, qui est dirigé par le coryphée. Ce chœur a pour but de commenter l'action entre les différentes parties récitées ou parlées. On va avoir donc des chorégraphies qui sont des danses exécutées par le chœur. Dans le théâtre grec, donc dans l'architecture de ce théâtre, le lieu où le chœur danse s'appelle l'orchestra. Il s'agit donc de l'espace entre les gradins et la scène, comme vous pouvez le voir ici. L'orchestre peut être totalement sphérique, comme c'est le cas à Dodone, ou alors un peu plus tardivement, il peut avoir la forme d'un demi-cercle, c'est le cas dans le théâtre d'Orange. À la Renaissance, lors du renouveau pour la nomenclature grecque notamment, on va utiliser ce terme d'orchestre pour désigner l'espace qui est immédiatement devant la scène, sans avoir évidemment toute l'architecture complète d'un théâtre grec. Et c'est dans cet endroit-là qu'on va fixer les musiciens qui vont accompagner la danse ou le chant, en l'occurrence dans l'opéra. Entre la fin de la Renaissance et le début du baroque, grosso modo vers 1600, le terme orchestre ou orchestra désigne donc encore le lieu et non l'ensemble qui prend place dans ce lieu. Les ensembles qui accompagnent et la danse et l'opéra sont en général assez restreints. On a quelques instrumentistes, mais on peut trouver des rassemblements beaucoup plus vastes de différents musiciens pour des occasions particulières. Donc on va pouvoir trouver des viols, enfin tous les instruments de la famille des viols de gamme, des luttes, des flûtes, des trompettes, des sacs-bouts, des cornets à bouquins, différents claviers, essentiellement clavecins ou épinettes. On a par exemple des témoignages tout au long du XVIe siècle de différents intermédies qui ont lieu à Florence, qui sont donc des intermèdes musicaux qui vont s'intercaler entre les différents actes d'une pièce de théâtre. Le plus célèbre est probablement celui pour la pièce La Pellegrina, qui a donc lieu en 1589 à Florence. Entre la fin de la Renaissance et le début du baroque, on a évidemment toute une grande tradition d'œuvres polychorales. C'est le cas notamment de Andrea et Giovanni Gabrieli à Saint-Marc à Venise qui font de la polychoralité. Vous avez différents chœurs qui dialoguent et puis parmi ces chœurs, un peut être exclusivement instrumental ou voire même plusieurs qui sont instrumentaux avec des effectifs évidemment très variables. On n'est encore pas dans la standardisation qui va toucher le XVIIIe siècle. Ça dépend évidemment des musiciens qu'on a à disposition qui sont engagés par contrat sur l'année. On trouve le même phénomène dans d'autres grandes cours, notamment à Munich, à la cour de Albrecht V, sous la direction de Orlando di Lasso. Vous avez ici une illustration avec une chapelle musicale extrêmement fournie. À côté de ces grandes œuvres polychorales qui sont souvent destinées à l'église en réalité, vous avez toute une série d'événements musicaux ou artistiques qui recourent à des grands effectifs. Alors on a parlé de l'Italie et de l'Allemagne, c'est le cas aussi en France où vous avez un premier témoignage en 1581 du fameux ballet comique de la Reine où vous allez avoir quelque chose qui dure 5 heures et qui va enchaîner des danses, des chants et des déclamations. La France a ceci de particulier qu'elle est très tôt un pouvoir centralisé, donc une cour unique qui va donc concentrer les moyens artistiques et le mécénat pour avoir évidemment de très nombreux musiciens à sa cour, ce qui n'est pas le cas en Italie. Vous avez une multitude de petites cours, même à l'intérieur de certaines villes, qui sont entretenues par un prince, par un cardinal, par un évêque, par différents
personnage de la noblesse. Hors de France, on a aussi des pouvoirs assez concentrés, notamment dans certaines familles. C'est le cas à Rome avec la famille Barberini qui est extrêmement fortunée et puis qui peut monter des spectacles somptueux. On a un témoignage notamment d'une fête donnée le 28 février 1956 à Rome, donc durant le carnaval, pour accueillir la reine Christine de Suède qui vient s'établir temporairement à Rome. Vous voyez ici une toile de Filippo Lauri et Filippo Gagliardi, évidemment avec un effectif artistique gigantesque, évidemment le public représenté aussi. Et puis au sommet de l'arche ici, vous voyez dans les fenêtres quelques musiciens qui sont représentés. Ce n'est pas encore des orchestres extrêmement fournis, mais vous avez quand même certains instruments qui sont représentés. Ça n'est pas encore la formation de l'orchestre classique, évidemment. On est plutôt ici dans un instrumentarium issu de la Renaissance et puis du tout début baroque, avec encore beaucoup de luth et puis de la famille des viols de gambe. Ces grands spectacles sont évidemment un prétexte pour montrer, pour afficher la richesse et le pouvoir de certaines familles ou de certains personnages importants. On a la même chose qui se produit dans le domaine de l'opéra, puisque l'opéra à son origine est un spectacle de cour qui est représenté dans les salons d'un prince ou d'une personnalité. À partir de 1637, on a l'ouverture des premiers opéras publics, des premières maisons d'opéra publiques à Venise, et donc ce sera ouvert aux spectateurs, lambda on pourrait dire, qui va payer sa place un peu comme ça se passe aujourd'hui. Les moyens sont évidemment plus limités et donc les orchestres qui vont accompagner ces opéras vont être aussi un tout petit peu réduits. On n'est plus dans le faste des illustrations qu'on a pu voir précédemment. Dans les différents palais ou dans les petites cours de chaque ville, on va trouver quelques musiciens qui sont engagés, qui sont salariés à l'année, on pourrait dire. C'est des effectifs assez réduits. Ce qu'on joue principalement, ce sont des sonates en trio. Ça veut dire que ça nécessite 4 personnes. Donc la sonate en trio, c'est en principe 2 parties supérieures, donc souvent 2 violons, et puis 2 musiciens qui font ce qu'on appelle le continuo, donc l'accompagnement, la basse continue, à savoir très souvent un clavecin, quelqu'un qui joue du clavier, et puis un instrument mélodique qui joue la ligne de basse, donc souvent un violoncelle. Avec 4 musiciens, vous pouvez déjà évidemment faire toute une série de musiques expressément composées pour cet effectif, et chaque musicien a sa voix. On a un seul violon qui joue la partie de violon 1, un seul violon qui joue la partie de violon 2. Et c'est ça qui distingue ce qu'on appelle la musique de chambre, où on a un instrumentiste par partie, de la musique orchestrale, où en réalité on a 2, 3, 4, 5 personnes qui jouent la même voix. C'est en France qu'on trouve le premier exemple d'orchestre permanent, ça veut dire avec plus d'un musicien par partie. Ça se passe sous Louis XIII et puis ce sera évidemment amplifié avec son successeur Louis XIV. On a les premières traces écrites qui datent de 1607 où vous avez 12 instrumentistes qui vont être appointés comme violon du roi, qui devient une charge qui peut se transmettre de façon héréditaire ou qui peut s'acheter aussi. En 1618, l'effectif passe à 24 violons et donc ça va devenir les fameux 24 violons du roi qui vont rester en service jusqu'en 1761. Dans cet orchestre à la française, on va avoir 5 parties, ça veut dire qu'on va avoir 5 voix différentes. On a une description de Marin Mersenne en 1636 dans son fameux traité L'harmonie universelle qui fait le détail de cette distribution. Donc vous avez 6 dessus, 4 hautes contre, 4 tailles, 4 quintes et puis 6 basses de violon. À noter que cette formation est particulière à la France où on a 5 parties. Si on parle de l'orchestre, on va dire classique, traditionnel, on a plutôt 4 parties, à savoir violon 1, violon 2, alto, violoncelle, auquel on adjoint les contrebasses. On peut écouter à titre d'exemple un petit extrait de musique qui a été donné en 1627 en l'honneur de Louis XIII, donc en sa présence par les 24 violons du roi. Il s'agit ici d'une danse qui porte le titre de Les Suisses. Un personnage extrêmement important pour l'histoire de cet orchestre français est Jean-Baptiste Lully, qui sera nommé compositeur de la musique instrumentale à la cour en 1653. Donc il va être chef de la petite bande, qui a un orchestre un peu plus petit que la grande bande, donc les 24 violons du roi, qui compte seulement 18 violons. Et puis un peu plus tard, en 1664, il est nommé chef de la grande bande, donc des 24 violons du roi.
Lors de grandes occasions, Lully va diriger une sorte de réunion de ces deux bandes de violon et parfois renforcée aussi par ce qu'on appelle la grande écurie, donc c'est-à-dire les vents, les trompettes, les timbales qui sont traditionnellement rattachés à la cavalerie. Donc c'est une cavalerie montée avec les musiciens qui peuvent jouer à cheval. Un exemple type de ce genre de divertissement, ce sont les Plaisirs de l'île Enchantée qui datent de 1664 et qui constituent 3 jours entiers de divertissement pour fêter les débuts des travaux de la construction du château de Versailles. Vous voyez ici une représentation de ce spectacle de 3 jours par des gravures qui ont immortalisé le faste et disons la richesse de ces cérémonies. L'opéra français est aussi extrêmement fastueux. Lully a un monopole pour composer ses opéras qu'on appelle d'ailleurs tragédie lyrique en France. Vous voyez ici une illustration, une gravure de l'Alceste de Lully qui date de 1674 et vous voyez donc la scène et puis juste devant la scène visible on voit 2 box, un à gauche, un à droite où on poste les musiciens. Vous voyez qu'ils sont extrêmement nombreux, on est très loin de l'opéra vénitien des années 1640-50 où on a simplement une poignée de musiciens. Ce faste musical de la cour de Louis XIV va faire une très forte impression sur tous les visiteurs qui viennent en France dans ces années-là. Et puis cette cour va être imitée évidemment dans toute l'Europe. On va avoir en Allemagne énormément de musiciens français qui vont être engagés pour amener leur savoir et leur pratique à l'extérieur de France, ou alors des musiciens allemands qui sont envoyés pour étudier auprès de Lully ou comme membre de son orchestre. On est en plein siècle d'or de la France évidemment, et donc cette mode des grandes bandes de musiciens va se répandre partout, notamment en Italie dès les années 1660. On trouve par exemple un témoignage ici d'un compositeur Marcantonio Cesti, assez connu à l'époque, qui va composer une serenata avec une indication particulière qui dit al uso dei concerti di Francia. Et puis après il y a toute une explication, c'est simplement pour dire comment constituer l'orchestre, et donc ici on a vraiment une imitation de cette texture qu'on retrouve en France. À Rome, on trouve aussi de nombreux groupes de musiciens qui sont employés par des cardinaux, des ambassadeurs, des nobles, des églises. Chacun a à son service 2, 3, 4, 5, 6 musiciens. Et puis, il peut arriver que pour des occasions particulières, on va rassembler différents groupes sous la direction d'une personnalité pour avoir ce faste qu'on trouve notamment en France. Très souvent, c'est un violoniste et compositeur très connu de l'époque qui dirige tout ça, et c'est Arcangelo Corelli, qui est un des compositeurs les plus en vue à l'époque à Rome. En 1687, on a 2 grands concerts publics qui ont lieu à Rome sur la place d'Espagne et qui contrastent assez fortement avec la représentation de tout à l'heure, donc cette cérémonie de 1656, soit par les instruments, soit par la taille de l'orchestre aussi. Le premier de ces concerts a lieu pour la guérison de Louis XIV et il est payé évidemment par l'ambassadeur de France à Rome. Et donc Corelli va rassembler les meilleures cordes de Rome pour donner un concert gigantesque. Vous voyez ici, c'est immortalisé dans une gravure de Mariotti. Vous avez aussi des descriptions de voyageurs qui en parlent, avec 45 minutes de musique qui sont présentées. Et puis vous voyez ici au milieu de la gravure, vous avez les musiciens qui sont représentés avec, si on les compte, grosso modo 34-35 musiciens. Vous voyez aussi qu'on passe à un effectif essentiellement basé sur les cordes, où auparavant on avait un effectif essentiellement basé sur des cornets à bouquin pour l'extérieur avec quelques luttes aussi. Deuxième concert de la même année, 1687, toujours à la place d'Espagne, vous avez un concert pour la reine d'Espagne, Maria Luisa Borbonais, qui s'appelle Applause Musicale. C'est une musique composée par Bernardo Pasquini, aussi un des grands compositeurs de la Rome de cette époque. Et vous avez environ 60 cordes qui sont réunies avec 2 chefs qui dirigent tout ça, et un des 2 est encore le fameux Arcangelo Corelli. Vous voyez ici une gravure de Christopher Shore qui représente cette chose-là avec un grand orchestre, évidemment basé sur les cordes. On dénombre grosso modo 48 violons et altos, 11 violoncelles et basses, et puis quand même toujours du continuo avec 2 clavecins, 2 luttes, et puis 2 chefs sur
un podium. On peut dire que ce genre d'exemples sont des cas particuliers puisqu'on va réunir un nombre assez impressionnant de musiciens et c'est des exceptions dans la gestion de l'effectif d'un orchestre évidemment. Mais le personnage de Corelli est extrêmement important puisque dans les différents orchestres des palais ou des cours, il va être un modèle en réalité pour le répertoire composé pour ces petits effectifs. On va avoir une tendance générale qui s'incarne par deux caractéristiques propres. La première, c'est l'augmentation du nombre de cordes globalement, de l'effectif de la sonate en trio jusqu'à l'effectif de l'orchestre classique évidemment. Et puis la deuxième caractéristique, c'est le remplacement des vents de la Renaissance, donc cornet, chalmis, par des vents baroques français, donc la flûte, le hautbois, le basson. L'Italie subit l'influence de la France au niveau de l'orchestre. On va avoir une lente évolution sur une ou deux décennies. On va passer de quelques musiciens engagés à la cour qui peuvent donc jouer des sonates en trio, 3-4 instruments avec une personne par partie, à quelque chose de plus grand. Alors comment ça se passe en réalité dans le répertoire? On va avoir ce chœur de musiciens engagés qui va former ce qu'on appelle le concertino dans certaines pièces, d'accord, un petit orchestre de cour. Et puis, on va engager de temps à autre des musiciens de la ville, en un peu plus grand nombre, qui vont constituer ce qu'on appelle le concerto grosso ou le ripieno, donc une partie un peu plus grande. Et donc, c'est la naissance de cette idée du concerto grosso où vous avez un petit groupe qui dialogue avec un plus grand groupe. On voit ça notamment chez un compositeur extrêmement important dans cette évolution qui s'appelle Alessandro Stradella. Dans la musique vocale notamment, dans les opéras ou les oratorios, vous allez avoir différents groupes d'instruments qui dialoguent avec quelque part un groupe qui est en résidence à la cour et puis des supplémentaires qui sont engagés pour faire le concerto grosso. Vous voyez ici sur la partition, vous avez 3 instrumentistes qui forment le concertino, donc le petit concerto, et puis 4 parties qui forment ce qu'on appelle le concerto grosso. On peut écouter juste un extrait du début d'un air tiré de Saint Jean-Baptiste et créé en 1675 à Rome. Corelli publie tout un recueil qui utilise cette technique. Il s'agit des Concerti Grossi opus 6 qui sont composés dans la décennie 1680 grosso modo, mais qui sont publiés qu'en 1714. Ça arrive très souvent à cette époque qu'on publie bien plus tardivement des œuvres déjà écrites. Vous voyez ici dans le titre, on a l'indication Ad arbitrio che si potranno raddoppiare. Alors c'est cette idée que le concerto grosso peut avoir des doublures, donc avoir 2, 3, 4 personnes qui jouent chaque partie. Si on prend un exemple tiré de ce recueil, le numéro 2 de cet opus 6, vous voyez ici qu'on a évidemment le concertino avec 3 instrumentistes solistes, et puis en dessous le concerto grosso où vous avez 4 voix qui sont jouées par plusieurs instrumentistes et les deux groupes se répondent. À part le groupe de solistes, qui est un reliquat de cette sonate en trio, vous voyez que l'orchestre se compose de 4 parties, donc 2 parties de violon, une partie d'alto, une partie de violoncelle. C'est cette disposition qu'on trouve aussi plus au nord de l'Italie, dans ce qu'on appelle l'école de Bologne, avec son principal représentant qui est Torelli. Et vous allez avoir cette écriture à 4 parties qui va se généraliser en Italie, et qui contraste donc avec cette écriture à 5 parties qu'on a vue en France. Progressivement, par un changement de mode, on passe du goût français au goût italien à travers l'Europe. On va avoir évidemment les différents orchestres qui vont plutôt adopter cette écriture à 4 parties plutôt que celle à 5 parties de la France. Ce changement concerne évidemment les cordes, mais vous avez petit à petit différents instruments à vent qui vont être ajoutés à cet effectif selon les moyens évidemment, et ça se passe principalement dans le domaine de l'opéra. Une des personnalités dominantes de cette époque, c'est évidemment Alessandro Scarlatti, qui écrit énormément d'opéras. Vous avez ici un exemple assez célèbre, la Griselda, qui date de 1721, et vous voyez que sur la partition, vous allez avoir dans cette ouverture d'opéra qu'on appelle Sinfonia Avanti l'opéra, 2 trompettes, 2 hautbois,
violon 1, violon 2, alto et puis basso, c'est donc violoncelle ici. On peut écouter le tout début de cette sinfonia. Ce terme sinfonia, qui désigne donc la pièce qui ouvre l'opéra, va donner évidemment son nom à un genre que vous connaissez, qui est destiné justement à cet orchestre classique, c'est la symphonie. Durant la période du carême, les théâtres sont fermés, et donc il n'y a pas de représentation d'opéra. On va instaurer à la place ce qui va devenir le concert, puisque auparavant, en réalité, l'orchestre, on pouvait l'entendre soit dans une messe ou dans une cérémonie, ou alors à l'opéra. Donc durant cette période-là, on va utiliser les effectifs orchestraux pour jouer des pièces qui sont uniquement destinées à l'orchestre. Et c'est ça le lieu de naissance de ce qui va devenir la symphonie. On estime dans un catalogue de Yann Larue qu'il y a environ 16 558 symphonies qui ont été composées entre 1720 et 1810. Donc vous voyez, c'est un nombre faramineux, mais c'était évidemment justifié par le fait que quasiment dans chaque ville, vous aviez cette relâche de l'opéra et donc il y avait besoin d'un répertoire pour ces concerts. On a plusieurs centres extrêmement réputés pour ces fameux concerts. Paris, évidemment, avec les concerts spirituels qui sont les premiers concerts à souscription publique. Donc le premier concert est donné le 18 mars 1725, mais d'autres centres aussi sont extrêmement importants comme Milan, Vienne, Mannheim, Berlin ou Londres. C'est à Milan justement qu'on trouve un des pères fondateurs, c'est pas le seul évidemment, mais de la symphonie et puis donc de ce nouvel effectif orchestral qui va se diffuser en Europe. C'est Giovanni Battista Sammartini qui va écrire à côté de tous ces opéras environ une septantaine de symphonies autonomes, donc qui sont destinées simplement à l'orchestre et au public et non plus à servir d'ouverture à un opéra. On peut écouter ici le tout début d'une symphonie de Sammartini, la symphonie en sol majeur. Vous voyez que l'effectif est celui d'un orchestre à cordes standard, c'est-à-dire violon 1, violon 2, alto, violoncelle. Dans le deuxième tiers du XVIIIe siècle, un centre extrêmement important pour l'orchestre et la symphonie se trouve à Mannheim. C'est donc la cour du comte palatin du Rhin, donc une cour extrêmement importante. En réalité, dans cette cour, on n'a pas d'opéra, on n'a pas de théâtre ni de maison d'opéra. Donc l'emphase va être portée sur la musique purement instrumentale. L'électeur palatin Karl Theodor de Bavière va entretenir à sa cour environ 60 musiciens à l'année, à la tête desquels on va trouver deux grandes personnalités extrêmement importantes pour cette époque. Le premier c'est Stamitz et puis le second c'est Cannabich. L'orchestre de Mannheim, sous la direction notamment de ces deux personnalités, va être connu dans l'Europe entière pour sa discipline d'orchestre, pour les crescendi qu'il pouvait faire, pour les fortes, les pianos, pour toute une série d'effets qui sont quasiment inédits pour l'époque. C'est surtout cette discipline d'orchestre qui caractérise d'ailleurs toutes les formations symphoniques d'aujourd'hui qui va frapper les auditeurs de la cour de Mannheim. Stamitz va reprendre l'effectif italien pour les cordes, à savoir violon 1, violon 2, alto, violoncelle, donc à 4 parties, et puis va ajouter ces fameux vents français, ça veut dire ici 2 hautbois et puis les cuivres, souvent 2 corps, 2 trompettes et aussi les timbales. La clarinette va entrer dans l'orchestre aussi à cette cour de Mannheim. On peut écouter le tout début d'une symphonie de Stamitz pour se rendre compte du son qu'on pouvait entendre à Mannheim. Avec l'introduction de la clarinette et puis de 1 à 2 bassons, vous voyez qu'on a à disposition l'orchestre classique qui va servir à Mozart, Haydn, Beethoven, donc les 3 grands classiques viennois.
C'est justement grâce au succès du répertoire écrit par ces trois classiques et essentiellement Beethoven que va s'installer cet effectif standard, puisqu'en réalité les partitions vont circuler et donc on a besoin de cet effectif précis, donc c'est-à-dire les cordes comme j'ai expliqué, et puis les vents par deux, donc deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons et puis de façon optionnelle les cuivres. Ce répertoire classique viennois va rester au répertoire assez tardivement dans le 19e siècle, ce qui va fixer l'effectif de l'orchestre classique. La trajectoire de l'orchestre est donc assez complexe, depuis la toute fin de la Renaissance jusqu'au grosso modo à la fin du 18e siècle et puis Beethoven. On a tout au long de ces décennies une tendance vers la standardisation de l'effectif qui permet évidemment une circulation du répertoire puisqu'on ne s'adresse plus uniquement aux musiciens qu'on a à sa cour à disposition mais à un effectif standard qu'on va pouvoir trouver dans quasiment la plupart des grandes villes d'Europe. Concurremment à cette standardisation, on a aussi évidemment des nouveaux genres qui sont destinés exclusivement à ce nouveau médium qu'est l'orchestre, donc la symphonie et puis plus tard l'ouverture, évidemment le poème symphonique, toute une série de genres destinés exclusivement à l'orchestre. Durant le 19e siècle, on va évidemment disposer de cet orchestre classique, mais la tendance va aller à l'emphase, à savoir on va accroître le nombre de musiciens, on va accroître aussi le nombre d'instruments complémentaires, par exemple la flûte piccolo ou le contrebasson ou le heckelphone dans la famille des hautbois. Tout ça pour déboucher à la fin du 19e siècle avec l'orchestre post-romantique donc de Gustav Mahler et puis de Richard Strauss qui peut dépasser 100-120 instrumentistes. L'histoire de l'orchestre ne s'arrête évidemment pas là, mais tout ça c'est une autre histoire. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine lettre.